Si vous ne deviez utiliser qu'un seul logiciel pour apprendre le japonais, ça serait lui, Anki. Zéro doute là-dessus. Si vous voulez aller loin dans l'apprentissage du japonais et être capable de le comprendre et de le parler le plus rapidement possible, alors vous devez passer par le pilier Anki. Ne pas le faire, c'est vous tirer une balle dans le pied et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, Anki, c'est surpuissant. Mais c'est quoi exactement? Et comment s'en servir pour apprendre le japonais? En fait, Anki repose sur deux concepts clés. La révision active et le système de répétition espacée. Bien que la science ait beaucoup écrit à leur sujet depuis quelques années, ils ne sont pas encore bien connus du grand public. Pourtant, comprendre leur fonctionnement peut vous faire apprendre plus facilement et plus rapidement. Pour des révisions efficaces, il est primordial de vous demander comment bien réviser. Vous vous souvenez de la fois où vous avez relu votre cours d'histoire en 4e et retenu absolument toutes les dates importantes? Bah moi non plus mon pote. En fait, cette technique, elle s'appelle la révision passive et c'est pas très efficace. Le meilleur moyen pour réviser une information, c'est de vous poser des questions sur celle-ci. Si vous voulez apprendre un mot de vocabulaire ou un kanji par exemple, genre celui-ci, il sera plus efficace de vous demander quelle est la signification de réfléchir, de donner une réponse, puis de contrôler cette réponse, plutôt que de directement lire est égal AK est égal rouge. C'est une technique qui s'appelle l'active recall, ou en français la révision active, et qui s'oppose au passive review, ou à la révision passive. De la même manière qu'on était incapable de se rappeler des dates importantes en histoire seulement en relisant nos cours, réviser du vocabulaire en lisant directement la traduction sera extrêmement peu efficace. Par contre, vous interroger sur ce même vocabulaire en cherchant activement la réponse dans votre cerveau mènera à une mémoire beaucoup plus solide. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, faire l'effort de se souvenir de quelque chose fortifie la mémoire et diminue les risques d'oubli par la suite. Deuxièmement, le fait d'être incapable de répondre à une question vous informe qu'il faut revoir ou réapprendre la notion concernée. On y revient très bientôt sur ce deuxième point. Pour une révision active efficace, il y a 3 étapes indispensables. Premièrement, une question pertinente. Deuxièmement, un effort conscient de votre part pour chercher la réponse dans votre cerveau et proposer une réponse. Troisièmement, un moyen de vérifier si votre réponse est correcte ou non. Et le moyen le plus simple de passer par ces 3 étapes, même si vous révisez seul, est ce qu'on appelle les flashcards ou cartes mémoire. Les flashcards, c'est très simple, vous connaissez peut-être déjà. Vous prenez une carte, sur le recto, vous mettez la question, puis sur le verso, vous mettez la réponse. Quand vous révisez, vous regardez le recto de la carte, donc en fait, vous lisez la question à vous-même, vous vous posez la question. Si on apprend du vocabulaire, ça sera généralement juste un mot dans votre langue cible, pas besoin de faire quelque chose de pompeux avec une longue question. En voyant un mot dans votre langue cible, vous comprenez que vous devez en comprendre le sens et la prononciation. Je regarde le mot, je cherche vraiment à comprendre le sens, et seulement quand j'ai une réponse, ou du moins une proposition de réponse, je retourne la carte pour vérifier. Là, vous voyez directement, si vous avez bon, c'est que vous connaissez la carte. Si vous avez faux ou que vous n'avez pas su proposer de réponse, vous ne connaissez pas la carte. À partir de là, il y a 2 méthodes principales qui s'opposent. La révision systématique dans le sens inconditionnel, où dès que vous voulez réviser, vous révisez toutes vos cartes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les animés, notamment quand les personnages révisent leurs tests d'anglais. C'est assez drôle quand on connaît le niveau des japonais en anglais d'ailleurs. Cette méthode, c'est clairement celle qu'on veut éviter absolument. C'est pas très efficace, c'est très taxant mentalement et extrêmement chronophage. L'autre méthode, beaucoup plus efficace, va être de classer vos cartes selon si vous les avez réussies ou échouer, pour ensuite traiter différemment ces cartes selon votre degré de connaissance. Effectivement, vous voulez réviser plus souvent celles que vous maîtrisez peu et moins souvent celles que vous maîtrisez bien. Il y a de nombreux avantages à faire ça et on va les voir dans la partie suivante de la vidéo. Mais maintenant, notre problème, c'est comment gérer nos cartes. Comment faire pour réviser suffisamment les cartes que l'on connaît peu et pas trop les cartes que l'on connaît bien. C'est précisément là qu'entre en jeu le deuxième concept clé d'Anki, la répétition espacée. Anki, c'est un logiciel de SRS. SRS, c'est l'acronyme de Space Repetition System, ou système de répétition espacée en français. Pas de panique, le concept est en fait plutôt simple. La répétition espacée, c'est une technique d'apprentissage qui consiste à réviser une information seulement au moment où vous êtes sur le point de l'oublier. Par exemple, au moment où vous allez oublier un mot de vocabulaire ou la lecture d'un kanji,
vous les révisez. Le résultat est double. Premièrement, vous n'oubliez pas l'information puisque vous la revoyez. Ça, c'est l'effet assez évident. On révise avant d'oublier, donc on n'oublie pas. Le deuxième résultat de cette méthode, lui, est moins évident, mais c'est lui qui renferme toute la puissance de la répétition espacée. En fait, ce qui se passe quand vous révisez, c'est que vous renforcez une connaissance que vous avez déjà apprise. Conséquence, elle sera plus longue à oublier la prochaine fois. Ce qui auparavant vous prenait 3 jours à oublier, vous en prendra désormais 6 par exemple. Cette hypothèse s'appelle la courbe de l'oubli. Pour ne pas surcharger cette vidéo, je vous laisse plus d'informations dans la description, mais je pense que même sans entrer dans les détails, tout le monde peut se rendre compte assez instinctivement de ce phénomène. Vous oubliez plus rapidement le prénom d'un gars que vous avez rencontré pour la première fois que si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois. Et à chaque rencontre, vous vous en rappelez mieux et pour plus longtemps. Plus vous consolidez une information déjà apprise et plus elle sera longue à oublier. Et ça a une conséquence très cool pour nous. Plus on révise une information avec la répétition espacée, plus elle est ancrée en nous. Et moins souvent, on aura besoin de la réviser. Vous avez besoin de réviser plus régulièrement un mot de vocabulaire fraîchement appris qu'un mot de vocabulaire bien acquis depuis déjà plusieurs mois. Là, vous commencez peut-être à percevoir la puissance de cette méthode. La répétition espacée, elle répond à un problème majeur. C'est qu'on n'a pas le temps, ni l'énergie, dans une seule journée, de réviser tout ce que l'on doit connaître. Vous n'allez pas vous amuser à réviser 10 000 mots de vocabulaire par jour, et c'est là où la répétition espacée intervient. En étudiant seulement ce que vous êtes sur le point d'oublier, ça vous permet de réactiver votre mémoire, de prolonger le temps de survie de l'information dans votre cerveau, et d'optimiser le temps passé à étudier. En effet, vous n'allez pas étudier 10 000 mots par jour, mais la centaine que vous êtes sur le point d'oublier. C'est donc une optimisation de temps et d'énergie. Et paradoxalement, dans ce cas, étudier moins, c'est apprendre plus. Parce que grâce à cette méthode, en fait, vous arrivez à concentrer tous vos efforts sur les mots vraiment importants à réviser à l'instant T. Vous éliminez tout le superflu pour vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Résultat, vous vous souvenez de plus de mots que si vous avez étudié trop et cramé tout simplement votre cerveau. Réviser moins et plus intelligemment, c'est le secret pour en apprendre plus. La clé de la répétition espacée, ça va clairement être le timing auquel vous décidez de réviser une information. Si vous révisez trop tôt, vous dépensez du temps et de l'énergie. Si vous révisez trop tard, vous allez oublier des informations et devoir les réapprendre. L'idéal est donc de réviser des informations juste avant de les oublier. Mais le problème, c'est comment trouver ce timing. Pour répondre à cette question, il y avait une solution avant les logiciels qui était de gérer des boîtes et de déplacer soi-même les informations que l'on voulait réviser selon si on se rappelait correctement de l'information ou non. Vous vous rappelez des flashcards ? En fait, c'était exactement ça qui était utilisé. Si on avait bon à la flashcards, on la faisait avancer de boîte. Si on avait faux, on la faisait reculer. Autant dire que c'était très fastidieux et impossible à gérer dès que vous aviez beaucoup d'informations à connaître. Heureusement, à notre époque, de nombreux développeurs de talent nous ont précédés et ont créé des systèmes informatisés pour gérer ces informations. Et ces systèmes informatisés apportent 2 énormes avantages. Déjà, vous êtes beaucoup moins limité par le nombre et la qualité des informations que vous décidez d'ajouter au système. Comme c'est informatique, vous pouvez stocker des milliers d'informations, des milliers de flashcards, et surtout à des formats différents. Texte, le classique, mais aussi images ou audio, ce qui est très pratique quand on apprend une langue. Je pense notamment au japonais et au kanji. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer un mot de vocabulaire en japonais au recto, et notre but sera de le comprendre, mais également tout simplement de réussir à le lire s'il est composé de kanji. C'est une application, je pense, utile pour toutes les langues, mais avec les langues qui ont un alphabet différent du nôtre, ça l'est d'autant plus. Du coup, au verso, vous mettez la définition, la lecture en kana, plus un fichier audio d'un locuteur natif qui prononce le mot. Senpai. Ça, c'est super puissant et impossible sans passer par un logiciel. Enfin, réalistiquement, vous n'allez pas vous amuser à mettre des MP3 dans chacune de vos cartes et les Voilà. Deuxièmement, la répétition espacée, donc l'intervalle de temps à laquelle vous allez réviser, est géré et optimisé par des algorithmes. Ce qui rend tout le système beaucoup moins énergivore pour vous et plus précis. Vous n'avez pas à réfléchir à quand réviser quoi, c'est l'ordinateur qui vous le calcule et qui vous le dit. Vous ouvrez seulement le logiciel et il vous dira « Tiens, aujourd'hui tu dois réviser ça et seulement ça. Tiens, voilà tes cartes. » Le terme SRS n'est pas réservé au logiciel. Si vous avez un système avec des boîtes, techniquement c'est quand même un système
Mais bon, on est au 21e siècle et passer à côté des SRS informatisés serait vraiment du gâchis. De nos jours, vous pouvez supposer que dès que l'on parle de SRS, on parle de logiciels SRS, comme Anki par exemple, qui est vraiment le roi en la matière. Les SRS combinent toujours flashcards et répétition espacée. Et ça, pour deux raisons. Premièrement, comme on l'a vu précédemment, les flashcards sont vraiment le meilleur moyen pour réviser des informations qu'on a déjà apprises. Sachant que le but premier des SRS est de vous aider à réviser, il paraît assez évident d'intégrer les flashcards à leur système. Et deuxièmement, le fait de pouvoir noter une carte correcte ou incorrecte, selon si vous connaissez la réponse ou non, est la clé pour nourrir les algorithmes des SRS. Grâce à ça, ils savent précisément quelles informations vous maîtrisez ou non et calculent quelle est la date optimale pour les réviser. En gros, sans flashcards, impossible de noter vos connaissances. Et si il est impossible de noter vos connaissances, il est impossible de calculer la répétition espacée idéale adaptée à vous. C'est donc tout naturellement que flashcards et répétition espacée marchent main dans la main pour créer le système de révision ultime, le SRS, qui permet de réviser de la bonne manière, au bon moment, les informations que vous avez réellement besoin de réviser sans superflu, afin d'apprendre plus facilement et plus rapidement. Ok, je pense que maintenant vous comprenez la puissance des SRS. Mais pourquoi utiliser Anki et pas un autre? En effet, il existe beaucoup de logiciels de SRS différents. Anki n'en est qu'un parmi tant d'autres, pourtant c'est clairement celui que vous devriez utiliser. Il est nettement au-dessus de la concurrence, et ça, pour deux raisons. Il est multiplateforme et gratuit quasiment partout. Seule la version iOS est payante. Rassurez-vous, la version la plus importante est vraiment celle sur ordinateur, gratuite, peu importe votre système d'exploitation. Les versions sur Android et iOS, donc les versions mobiles, ne sont que du bonus, principalement pour ceux qui révisent dans les transports ou bien loin de la maison. Sur Android, c'est gratuit et les 25 € que coûte l'application iOS sert en fait à financer le projet. Et surtout, même sur l'iOS, l'appli est souvent considérée par la communauté comme leur meilleur 25 € investis pour apprendre le japonais. C'est vous dire la puissance d'Anki. Cerise sur le gâteau, il y a une synchronisation entre tous vos Anki, ce qui fait que vos données sont à l'abri et trouvables à tout moment en un instant, même en cas de perte d'un appareil. Vous pouvez commencer à réviser dans le train sur votre téléphone et terminer chez vous sur votre PC avec une synchronisation parfaite. Deuxièmement, il est open source avec une énorme communauté. Énorme. Pour ceux qui sont un peu dans le monde de la tech, vous voyez déjà pourquoi c'est cool. Pour les autres, je vais vous expliquer les bénéfices directs que ça implique. Open source, ça veut dire que le code du logiciel est accessible au public. N'importe qui peut voir, modifier et distribuer le code à sa convenance. Grâce à ça, contrairement aux autres SRS, Anki permet une grande liberté et flexibilité pour personnaliser votre expérience. Déjà, vous êtes libre de créer les flashcards qui correspondent vraiment à vos objectifs. Aucun template ne vous est imposé. Et ça, c'est cool pour vraiment personnaliser votre apprentissage. Moi, par exemple, j'ai des flashcards de vocabulaire qui sont différentes de mes flashcards de kanji, qui sont différentes de mes flashcards de prononciation, etc., etc. Grâce à Anki, je peux customiser vraiment à ma guise les flashcards pour répondre à mes objectifs personnels et tout réviser à un seul et même endroit dans Anki. Sachant que tout le monde possède des objectifs et des méthodes différentes pour apprendre le japonais. Anki est tout simplement le SRS le plus puissant, dans le sens où vous pouvez le customiser exactement pour répondre à vos attentes. En plus, l'énorme communauté derrière fait qu'il existe beaucoup de ressources pour exploiter 110% du logiciel. Je pense notamment à des decks préconstruits qui sont en fait des collections de flashcards déjà créées par d'autres étudiants ou à des extensions très puissantes. Ces extensions qui portent le nom de add-on, ou greffons en français, mais on va rester sur add-on, sont vraiment ultra puissantes. Comme Anki est open source, il a une grosse communauté derrière qui inclut des développeurs qui cherchent toujours à améliorer Anki. Ça, ils arrivent à le faire notamment grâce à ces fameux add-ons, qui sont en fait des bouts de logiciels qui viennent se greffer au Anki de base. Ça vient apporter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas natives à Anki pour vraiment le customiser à votre apprentissage, avec des outils très avancés qui changent la donne vraiment si vous apprenez le japonais. Je pense notamment à l'intégration avec Yomi-chan et à l'extension Morphman, qui sont deux outils surpuissants que je traiterai en profondeur dans des vidéos dédiées. Et tout ça, ça n'existe vraiment nulle part ailleurs à ma connaissance, ce qui fait que vous devriez utiliser Anki plutôt qu'un autre. Très rapidement, avant de passer à Anki appliqué pour le japonais. Pour que Anki et tous les SRS de manière générale fonctionnent correctement,
il est important de réviser tous les jours. En gros, tous les jours, Anki il va vous dire quelles sont les cartes que vous avez de due pour la journée. Dit autrement, quelles cartes vous devez réviser aujourd'hui. Et c'est très important de les faire le jour en question, puisque je vous le rappelle, l'algorithme il calcule le temps idéal pour réviser. Si vous loupez un jour, il y a deux effets très négatifs. Premièrement, vos cartes de la journée vont être repoussées au lendemain, elles vont pas juste être annulées comme par magie. Comme vous les avez pas révisées, il va bien falloir le faire. Du coup, ça se fait le lendemain. Donc, le lendemain, la révision risque d'être vénère, puisque vous aurez 2 journées à réviser en une seule. Et deuxièmement, en loupant une journée, vous loupez l'intervalle idéal qui a été calculé. Et vous risquiez d'oublier plus d'informations que si vous aviez fait vos cartes à temps. Donc voilà, très important. Anki et les SRS de manière générale, c'est quelque chose qui se fait tous les jours, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment la règle d'or. Anki, c'est tous les jours. Je le répète parce que c'est super important. En vrai, ça donne un petit objectif quotidien et vous y prendrez très vite goût. Moi je kiffe tous les matins, commencer la journée, les petites reps d'Anki, en vrai ça met de bonne humeur. C'est un petit peu le sentiment d'accomplissement dès le début de la journée, voilà. Si, en vrai je vous assure c'est stylé. L'autre condition, ça va être de bien configurer Anki pour le japonais. Anki à la base ce n'est pas un logiciel pour apprendre le japonais, ni même pour apprendre les langues en fait. C'est un SRS pur et dur. Même si le mot Anki vient du japonais, ça veut dire mémorisation, il n'a pas été conçu pour le japonais. Vous pouvez virtuellement décider de réviser tout et n'importe quoi avec Anki, médecine, droit, géographie. Nous, ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est le japonais, on est d'accord. Et là, certains flairent peut-être le problème. Comment une application peut être efficace pour un champ si large de sujets différents? Est-ce qu'un logiciel spécialisé sur le japonais ne serait pas plus efficace? C'est une très bonne question. La réponse réside dans le fait qu'Anki, à la base, c'est vraiment tout simple. Il s'appuie sur les théories expliquées plus tôt dans cette vidéo et sur un algorithme qui date des années 1980. Certains pourraient voir ça comme une faiblesse, mais en fait c'est l'une des forces d'Anki. Comme le logiciel de base est simple et que le code, je vous le rappelle, est open source, il est extrêmement personnalisable. Heureusement pour vous et pour moi, des milliers d'utilisateurs d'Anki apprenant le japonais nous ont précédés et il existe maintenant des ressources très puissantes pour faire passer Anki d'un SRS généraliste au meilleur logiciel pour apprendre le japonais. Cerise sur le gâteau, il s'intègre vraiment à tous les stages de votre apprentissage du japonais. Pour les débutants, il est super pour le vocabulaire de base et pour apprendre vos premiers kanji. Pour les intermédiaires, il sera vraiment le phare dans votre immersion. Et pour les niveaux avancés, il vous aidera principalement avec le vocabulaire rare et les notions vraiment compliquées. La plus grande faiblesse d'Anki est également sa plus grande force. Oui, il est dur à prendre en main, c'est vrai. Mais croyez-moi, les quelques heures à bien comprendre comment Anki fonctionne et à bien l'installer vous en fera gagner des centaines sur le long terme. Le japonais, ce n'est pas une langue qui se maîtrise en dizaines d'heures. Si vous êtes sérieux et vous voulez ne serait-ce qu'un niveau intermédiaire, ça se compte en centaines, voire en milliers d'heures. Alors quitte à y passer quelques milliers d'heures, autant bien choisir et préparer vos outils pour cette aventure. À la longue, ça vous fera économiser énormément d'énergie et de temps. Pensez reculer pour mieux sauter. Anki, ce n'est pas l'outil le plus facile, mais c'est clairement l'outil le plus puissant. Justement, j'ai passé pas mal d'heures à affûter mon Anki pour le japonais. Alors, pour vous aider à faire pareil, je vous ai préparé une petite série de tutos vidéo ici sur YouTube sur comment l'installer, le configurer, ajouter les bons add-ons et éviter les erreurs afin de faire d'Anki le pilier le plus solide possible pour votre apprentissage du japonais. Vraiment beaucoup de contenu sur Anki. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à faire. Moi, il y a vraiment eu en avant et en après Anki. Une fois que j'ai commencé à utiliser Anki, j'ai directement vu les résultats sur mes heures d'études. Je retenais plus de vocabulaire, ça m'a vraiment débloqué aussi au niveau des kanji. Je me fatiguais moins aussi durant mes révisions, mais encore plus flagrant, il y a eu un avant et après configuration d'Anki. J'ai fait l'erreur de télécharger Anki et de l'utiliser comme ça, un peu à l'aveugle, sans vraiment prendre le temps de bien le configurer. Ça c'est parce que énormément de gens dans la communauté vous diront oui, Anki, il faut absolument l'utiliser parce que tout le monde reconnaît que c'est un outil super puissant, mais finalement les gens qui savent comment Anki fonctionne réellement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment
de l'énergie et du temps de gâcher pour rien. Et moi, c'est seulement après des mois que j'ai pris le temps en fait de me renseigner vraiment en détail et de paramétrer correctement Anki. Et c'est le jour et la nuit. Je me suis rendu compte du nombre d'heures et d'efforts perdus parce que mon Anki n'était pas bien configuré pour le japonais. Donc ne faites pas la même erreur que moi et regardez au moins la vidéo sur le setup d'Anki pour le japonais. Votre vous-même du futur vous en remerciera.